Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire qui porte sur les mathématiques et la programmation avec le logiciel Scratch. Mon nom est Stéphanie Rioux, je suis du Service national du récit dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. J'ai une co-animatrice, Mélanie Boucher, qui n'apparaît pas présentement à l'écran. En fait, on a eu des petits problèmes techniques au niveau de l'enregistrement original du webinaire. Alors, on a réussi à récupérer une bonne partie du webinaire, mais malheureusement pas le début. Alors, vous allez voir apparaître Mélanie un petit peu plus tard durant ce webinaire. Donc, Mélanie Boucher, qui est conseillère pédagogique en mathématiques au secondaire à la commission scolaire de la capitale, ainsi que membre du CA du GRMS, qui est le groupe des mathématiques au secondaire, groupe responsable des mathématiques au secondaire. Je vous invite à vous procurer le document du webinaire, c'est celui que vous voyez à l'écran. Pour le retrouver, vous avez deux possibilités, soit inscrire le lien que vous avez ici là, dans votre barre de navigateur, ou bien aller le chercher dans l'article de ce présent webinaire. Donc, deux façons d'aller le chercher. Alors, sur ce document, vous allez retrouver d'abord nos intentions, ensuite le plan du webinaire, ainsi que tous les liens des programmes dont nous allons parler durant la prochaine heure. Toutes les ressources aussi que nous allons vous partager. Donc, première chose, je vais vous parler de nos intentions concernant ce webinaire. Avec les limites du numérique, avec les limites du webinaire, bien sûr, on ne peut pas vraiment faire une formation main sur les touches. Donc, notre intention ou nos intentions sont les suivantes. D'abord, on veut vous démontrer la valeur ajoutée de la programmation informatique en mathématiques avec différents exemples, avec différentes propositions. Aussi, notre principal objectif, c'est aussi de vous donner le goût de poursuivre cette formation au-delà de ce webinaire et bien sûr, on va vous fournir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir y arriver. Voici le plan de notre webinaire. Donc, premièrement, on va vous parler un petit peu de pourquoi enseigner la programmation, pourquoi en classe de mathématiques, pourquoi utiliser le logiciel Scratch. Ensuite, durant une quinzaine de minutes, on va parler un petit peu plus du dessin géométrique à travers différents exemples. Plus tard, troisième étape, on va aborder la généralisation d'un calcul qui se fait aussi à l'aide de la programmation. Quatrième étape, nous allons vous partager plein de ressources justement là, pour pouvoir poursuivre votre apprentissage en lien avec la programmation informatique en mathématiques. Et finalement, étape 5, 6 et 7, une période de questions-réponses, le questionnaire d'appréciation du webinaire ainsi que la procédure d'obtention d'un badge de participation. Maintenant, pourquoi enseigner la programmation en classe et en classe de mathématiques? Donc, il y a différentes raisons. On vous en énumère quelques-unes. D'abord, c'est une façon de stimuler l'engagement, stimuler la motivation de nos élèves parce qu'on amène une approche différente, une façon de faire des mathématiques autrement. C'est une approche aussi qui est ludique, une approche qui stimule la créativité des élèves, tant au niveau du domaine artistique. Là, vous allez voir tout à l'heure, on a des exemples qui combinent la mathématique et les arts. Et aussi, tant au niveau de la créativité pour la résolution de problèmes. C'est aussi la programmation, ça donne beaucoup de sens aux apprentissages de la mathématique. Ensuite, c'est vraiment possible de faire des liens très directs avec les contenus au programme de formation de l'École québécoise en mathématiques au niveau de l'arithmétique, de la géométrie, de l'algèbre, des probabilités, des statistiques. On peut faire même des mathématiques financières. Euh, Tant au primaire qu'au secondaire. Donc aujourd'hui, là, dans le webinaire, on va vous présenter des exemples qui sont davantage parfois pour le primaire, d'autres fois pour le secondaire. On essaie d'avoir un équilibre entre les deux. L'apprentissage de la programmation aide aussi au développement de la pensée algébrique parce que très tôt dans son cheminement, l'élève est confronté à l'utilisation de variables. Il doit faire des opérations sur cette variable-là et ça peut aider le passage vers l'algèbre un petit peu plus tard au secondaire. Il y a des chercheurs qui s'intéressent à ce phénomène. On développe aussi chez l'élève la pensée informatique, la pensée algorithmique très tôt à partir de programmes qui parfois peuvent être simples, mais qui nécessitent un algorithme détaillé, un algorithme précis. Aussi, on est en plein dans
la mesure 2 du plan d'action numérique. Donc, la mesure 2 de l'orientation 1, son objectif, c'est le déploiement de l'usage pédagogique de la programmation informatique dans les classes du Québec. On a mis un petit peu plus loin dans le webinaire des liens vers les documents du ministère concernant le plan d'action numérique et aussi vers le cadre de référence de la compétence numérique, une nouvelle compétence qu'on veut développer chez nos élèves. De plus en plus, on voit que le numérique prend de plus en plus de place à l'école. Alors, avec ce cadre de référence-là, on vient un peu baliser, on vient un peu soutenir ces initiatives numériques dans nos classes. Et au niveau de la programmation, on touche surtout, il y a 12 dimensions dans notre cadre de référence de la compétence numérique. On touche surtout la dimension 2 qui est le numérique pour l'apprentissage avec l'enseignement de la programmation, mais on peut aussi faire des liens avec plusieurs autres des dimensions de ce cadre de référence numérique. Donc, je pense à innovation et créativité, à résolution de problèmes, à inclusion et besoins diversifiés, production de contenu. Alors, il y en a plusieurs avec lesquels on peut faire des liens. Encore une fois, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce cadre de référence-là, on a mis le lien à la toute fin du webinaire. Maintenant, pourquoi le logiciel Scratch? On en entend beaucoup parler. Il faut savoir que c'est pas le seul logiciel qui permet de faire de la programmation. Il y en a d'autres, mais on a remarqué que dans les milieux, c'est un logiciel qui est couramment utilisé parce que il est libre, il est gratuit, il est quand même, il est puissant dans le sens où même s'il apparaît ludique à cause de son caractère coloré et tout ça, on peut se rendre quand même très loin au niveau de la mathématique. On peut utiliser des fonctions très avancé. C'est un logiciel qui est très accessible aussi parce qu'on peut l'utiliser sur tous les types d'appareils numériques, que ce soit sur tablette, sur appareil infonuagique ou sur portable. On peut l'utiliser en ligne ou on peut l'utiliser en version logicielle installée sur l'ordinateur. C'est un logiciel aussi qui provient du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Donc, on est vraiment bien supporté. On a un logiciel de qualité. Et finalement, ben, c'est un logiciel universel dans le sens où quand les élèves apprennent à faire de la programmation, peu importe avec quel outil, ils se retrouvent assez facilement avec un logiciel comme Scratch. Il y a beaucoup de ressemblances d'un outil à l'autre. Donc, ce n'est pas de l'inconnu pour eux. Alors, je vous ramène maintenant au document. On est rendu à l'étape 2 pour le dessin géométrique. Donc, je vous invite à y aller avec la possibilité de votre choix, c'est-à-dire soit vous pouvez cliquer vous aussi sur le lien du programme concerné, celui dont on va parler. Donc, le prochain, ça va être le carré, ou bien tout simplement suivre à l'écran. Vous allez quand même avoir en main là, tous les liens, tous les programmes dont nous allons parler au cours des prochaines minutes. C'est à partir de ce moment-ci que je vais passer en mode partage d'écran pour vous montrer un peu ce qui se passe dans le logiciel Scratch. Je vais cliquer aussi sur le lien vers le programme du carré et ensuite vous montrer vraiment l'intérieur, derrière le rideau, ce qui se passe dans un programme informatique. Alors, en cliquant ici, on arrive dans un programme qui est déjà complété. On est dans l'interface Scratch. 3 principales sections dans l'interface Scratch. D'abord, la partie centrale qui est vraiment la zone où on va construire notre programme. La partie de droite qui est la scène. Donc, la scène, c'est vraiment l'endroit où l'action va se passer. Et à gauche, ce sont tous les blocs disponibles pour réaliser nos programmes. Quand je clique ici, vous voyez, il y a le bouton quand le drapeau vert est cliqué. Alors, ça m'amène à cliquer sur le drapeau vert en haut à droite. On voit que ça exécute le programme, donc ça lui donne l'instruction de faire ce qui s'en vient. Je vais juste décortiquer un petit peu le programme pour vous montrer pas à pas ce qui se passe. Donc, le premier bloc qui se nomme Aller à XY00, je l'ai pris dans la section mouvement. Ça fait en sorte que quand le programme est démarré, ça amène le lutin qui ici est un crayon ou on peut appeler ça un sprit. Donc, je suis allée le sélectionner dans la banque des sprites de Scratch. Alors, ça l'amène à se rendre en plein centre de la scène. En passant, la scène est composée, en fait, elle est graduée en pixels. C'est un plan cartésien gradué en pixels. Je l'oriente aussi à 90. 90, c'est vers la droite. Donc, ça veut dire que quand il va démarrer, il va se diriger vers la droite. C'est le premier tracé qui a été fait.
Ensuite, le effacer tout, c'est un bloc qui permet d'effacer tout ce qui a été dessiné précédemment avant de démarrer une nouvelle fois le programme. Puis finalement, le bloc stylo en position d'écriture, c'est vraiment le bloc qui permet à notre lutin de laisser une trace quand il se déplace. Donc, c'est vraiment celui-là qui fait le tracé ici de notre dessin géométrique. Alors, quand je clique sur le drapeau vert, vous voyez, tout s'est effacé. Il est revenu au centre. Il s'est bien positionné. On voit qu'avec ce bouton-là, on peut aussi changer l'orientation de notre lutin. Maintenant, je vais décortiquer encore un peu le programme. Je vais prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. On voit qu'on a le bloc avancé de 100 pas. 100 pas, c'est 100 pixels. Attendre d'une seconde, c'est pour ralentir un petit peu la cadence de notre programme et tourner de 90 degrés. Alors, en cliquant sur le drapeau vert, ça va exécuter les nouveaux blocs qui ont été ajoutés aux 4 premiers de tout à l'heure. On voit que le tracé de 100 pixels a été fait, le tourné de 90 degrés. Maintenant, je vais dupliquer ces 3 blocs-là et les ajouter. Et maintenant, ça va me permettre de faire 2 côtés de mon carré. Donc, avancer de 100, tourner de 90, avancer de 100, tourner de 90 à nouveau avec un petit peu d'attente entre les deux. On se rend compte, bien évidemment, que la structure répétitive devient utile assez rapidement. Vos élèves aussi vont trouver leur utilité très rapidement. Donc, cette séquence d'instructions-là, j'ai besoin de la répéter 4 fois. Ça me permet d'optimiser mon programme aussi parce qu'il serait beaucoup plus long si je n'utilisais pas la boucle répétée. Et à ce moment-là, j'obtiens mon carré. Maintenant, si je veux le transformer en triangle équilatéral, au lieu de répéter 4 fois un déplacement, on va plutôt répéter 3 fois. On sait aussi que dans un triangle équilatéral, les angles intérieurs mesurent 60 degrés chacun. Alors, si dans mon programme, quand vient le temps de tourner, au lieu de mettre 90 degrés, si je mets 60 degrés, je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Ça ne donne pas tout à fait ce que je souhaite, c'est-à-dire un triangle équilatéral. Il y a une raison à ça. C'est que dans Scratch, le lutin, pour faire une rotation, sa rotation ne considère pas l'angle intérieur d'une figure géométrique, c'est plutôt sa direction qui change. Donc, si je pars ici de mon triangle équilatéral du coin en bas à gauche et que je me dirige vers la droite, vous voyez le sens de la flèche. Imaginez que c'est un robot, imaginez que c'est un personnage qui marche. Donc, ce personnage-là a les yeux vers la droite et il veut tourner d'un angle intérieur de 60 degrés, mais sa vraie rotation à lui-même, c'est une rotation de 120 degrés. Et on répète ceci 3 fois. Pourquoi le 120? Ben, c'est parce que c'est un angle supplémentaire. Les deux ensemble, 60 et 120, doit donner 180 degrés. Alors, on vient modifier dans notre programme. Au lieu de 60, c'est plutôt 120 degrés. Et avec cette nouvelle mesure, on obtient le triangle équilatéral désiré. Donc, vraiment, c'est quelque chose que vous devez rapidement apprendre à vos élèves. Que dans Scratch, ce n'est pas l'angle intérieur qu'il faut considérer, c'est plutôt l'angle extérieur ou l'angle supplémentaire à l'angle intérieur. Maintenant, ça m'amène à vous montrer un programme qui s'appelle Dessiner des quadrilatères, qui peut être fait au premier cycle du secondaire, qui pourrait aussi être fait peut-être au primaire, où ça amène l'élève à dessiner tous les quadrilatères, le carré, le rectangle, le parallélogramme, le losange, le trapèze isocèle, le trapèze rectangle. Et pour ce faire, il n'y a pas le choix de considérer les propriétés de chacune de ces figures-là. Au secondaire, au premier cycle, on donnerait peut-être pas les angles aux élèves, ça serait à eux de les trouver, mais au primaire, j'aurais tendance à leur donner les mesures des angles, mais ils n'auront pas le choix de considérer les propriétés des côtés. Donc, ce programme-là nous amène à faire un choix avec des valeurs numériques. Le carré est associé à la valeur 1, le rectangle à la valeur 2 et ainsi de suite. Donc, si je clique sur le 1, quand la touche 1 est pressée, ça dessine le carré. Et en plus, ben, moi, je demandais à mes élèves d'énumérer ou de citer les propriétés de la figure. Maintenant, si je presse sur la touche 3, le tracé qui va apparaître, c'est celui d'un parallélogramme. Donc ici, le jeune n'a pas le choix de considérer le fait que dans un parallélogramme, il y a deux paires de côtés parallèles isométriques, le fait que les angles opposés sont isométriques, que les angles consécutifs sont supplémentaires et que la somme des 4 angles donne une valeur totale de 360 degrés. Donc, pour tous les quadrilatères, vraiment, le jeune doit vraiment tenir compte de chacune des propriétés qui sont spécifiques à chaque figure. Maintenant, si pour vous montrer un petit peu l'ampleur du programme,
Je vais dézoomer. Vous allez voir ainsi que ce programme-là est vraiment composé de plusieurs sous-programmes. Chacun est attribué à un quadrilatère en particulier. Donc, pour réaliser ce genre de programme-là, on doit faire appel vraiment à beaucoup de connaissances au niveau de la mathématique. Je reviens ici. Donc, je suis rendue à faire l'étoile. Donc, le programme de l'étoile, je le trouve intéressant aussi parce que on a encore une fois un niveau d'utilisation de la mathématique assez intéressant. Vous devez reconnaître ce tracé-là. Personnellement, moi, c'est un tracé que je faisais souvent dans mon agenda quand j'étais élève au secondaire. Mais c'est un tracé qui, sans le paraître, est vraiment constitué de beaucoup de mathématiques. Donc, on remarque qu'on fait 5 fois le tracé d'un côté, qui est toujours isométrique à chaque fois. Donc, les 5 segments ont la même mesure. Et on doit aussi effectuer une rotation. On doit tourner au bout de chacun des segments. Mais le défi dans ce problème-là, c'est vraiment de trouver l'angle de rotation. Dans chacune des 5 pointes, l'angle est le même toujours. Mais pour l'élève, ça demeure quand même un défi intéressant, un défi qui peut être proposé pour des élèves du premier cycle du secondaire. Voici la solution pour arriver à l'angle. Donc, l'élève doit utiliser ses acquis concernant les polygones réguliers, concernant les triangles, les mesures intérieures dans les triangles. Donc, tout d'abord, il doit trouver la mesure de l'angle intérieur du pentagone qui est au centre de l'étoile. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être avec la formule de l'angle intérieur, la formule de l'angle extérieur, ou même en le séparant avec des triangles isocèles. Une fois qu'il a trouvé son angle de 108 degrés ici, il est en mesure, parce qu'il sait ce qui est un angle supplémentaire, il est en mesure de trouver l'angle de 72 degrés qui est ici. Maintenant, étant donné qu'on est dans un triangle isocèle, il est capable de déterminer l'autre angle qui est vis-à-vis, 72 degrés aussi. Troisièmement, non, je suis rendue à la quatrième étape. Quatrième étape, étant donné qu'il y a 180 degrés dans le triangle, il fait la soustraction pour obtenir son 36 ici. Souvent, il y en a qui vont essayer 36 dans le programme, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Bien, pour la même raison que tout à l'heure, on doit considérer plutôt l'angle extérieur à 36 degrés, donc l'angle qui est supplémentaire. On fait 180 moins 36 qui donne 44. Alors, quand on vient l'essayer dans le Scratch maintenant, je vais partir du même programme que tout à l'heure. Là, on était rendu au triangle équilatéral. Au lieu d'un répété 3 fois, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit plus. Au lieu d'un répété 3 fois, on fait un répété 5 fois. Et le défi de l'élève, c'était vraiment de trouver son 144 degrés qu'on vient tester ici. Si l'élève se trompe, par exemple, et qu'il trouve plutôt 130 degrés dans ses calculs, on peut faire le test et on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait l'étoile désirée. À ce moment-là, l'élève tombe en mode résolution de problème, il refait ses calculs pour s'assurer d'y arriver. Et finalement, quand il arrive à son 144 degrés, on se rend compte que c'est réussi. Donc, vous voyez, l'usage de la technologie, l'usage de la programmation nous amène à un résultat qui permet une validation immédiate, mais pour obtenir notre 144 degrés, ici, on demanderait quand même une démarche écrite à l'élève. On pourrait même lui demander de justifier chacune de ces étapes. Donc, je voulais vous présenter ici la richesse d'un petit problème comme celui-là. Au-delà de ça, maintenant, on pourrait demander aux élèves d'aller un peu plus loin, toujours avec le même programme. On pourrait lui demander de faire une espèce de mandala à partir de cette étoile-là. Donc, mon objectif maintenant, c'est de dessiner 10 fois cette même étoile-là, mais de lui faire subir une petite rotation à chaque fois afin de former un mandala. Donc, je vais aller chercher dans le contrôle le répéter 10 fois que je viens insérer ici. Donc, la même étoile va être dessinée 10 fois. Je vais mettre 0 secondes ici pour que ça se trace plus rapidement. Alors, les 10 étoiles ont été dessinées, mais l'une par-dessus l'autre. Étant donné que j'en ai 10 et que je veux que ça fasse un tour complet de 360 degrés, donc je divise mon 360 en 10, en 10 parties équivalentes, ça fait 36. À ce moment-là, je vais faire tourner dans le mouvement, je vais faire tourner mon stylo, mon crayon de
36 degrés après chaque tracé d'étoile. Je vais aussi cacher mon stylo parce que ça devient un petit peu étourdissant à chaque fois. Alors, je répète ce que j'ai fait un peu ici. Ça, c'est une étoile. Le répéter 5 fois, 100 pas, 144 degrés. Après avoir fait une étoile, on fait faire une petite rotation de 36 degrés à notre crayon et on répète ça 10 fois. Voici ce que ça donne. Alors, on a un petit mandala et on pourrait même ajouter, avec un petit peu de créativité, de la couleur associée. Donc, la couleur dans Scratch est associée à une valeur numérique de 1 à 100. Donc, si j'ajoute 10 à la couleur de mon stylo à chaque fois, chaque étoile va avoir une couleur différente et on obtient ceci. Alors, petit défi augmenté, on pourrait donner un défi de base de l'étoile uniquement, mais pour les élèves qui sont plus rapides, on pourrait leur demander d'aller un petit peu plus loin dans ce défi-là. Prochaine étape, donc je suis rendue ici. Ça, c'est l'étoile x10 qu'on vient de faire. Encore une fois, vous avez accès à tous les liens de ces programmes-là complétés si vous le souhaitez. Je vous montre un dernier projet rapidement parce qu'on est bientôt rendu à l'autre étape. J'ai ma gestionnaire du temps. Ma gestionnaire du temps à côté qui me fait signe que c'est bientôt son tour. Donc, dans le même esprit un peu que le mandala, ce qui a été fait ici, c'est des fleurs, un projet plutôt créatif. Mais très mathématique. Mais très mathématique, parce que là, déjà, vous voyez, il y a des losanges. Ensuite, on a des polygones réguliers qui ont été répétés un certain nombre de fois, de la même façon que nos étoiles tantôt. Donc, c'est une petite idée pour aller un peu plus au niveau de la créativité avec nos élèves et le dessin géométrique. Alors, tout à l'heure, si on a le temps, je pourrais vous montrer quelques exemples un peu plus avancés, mais ça fait un portrait de ce qui est possible de faire avec le dessin géométrique dans Scratch. C'est quand même, si je peux me permettre, c'est quand même avancé, les fleurs. Là, si jamais vous êtes à vos premiers balbutiements avec Scratch, puis là, vous venez de voir ça, là, les fleurs, là, c'est normal que vous soyez un peu... bon, ok, je comprends pas trop, il y a du stock là-dedans, mais il semble qu'il y a beaucoup de blocs. C'est pas quelque chose que l'élève fait là, dans ses 3 premiers cours de Scratch. Là, puis c'est normal que vous trouviez qu'il y a du stock là-dedans. Mais en secondaire 2, après peut-être, je sais pas combien de cours qu'on pourrait s'imaginer qu'un élève est capable de faire ça, mais moi je sais très bien que des élèves de 2 avec 5-6 cours de programmation dans leur sac, là, c'est pas mal faisable. Donc, c'est pas si pire que ça. Là. Tout à fait. Donc, c'est à mon tour. Oui. Bon, moi, je suis là pour vous parler de la généralisation d'un calcul. Moi, j'adore la géométrie. C'est vraiment grâce à Stéphanie que j'ai vu la valeur ajoutée du stylo dans Scratch. Mais mon premier contact avec Scratch, et je pense que Stéphanie, c'était ça aussi, c'était vraiment la généralisation d'un calcul. Donc, amener l'élève à généraliser la formule qu'il a appris souvent par cœur dans son cahier d'exercice. Est-ce qu'il y aurait une façon de l'amener à tous les niveaux du secondaire et même au primaire à voir le pattern, le modèle, à généraliser lui-même l'algorithme derrière la formule? Donc, il n'y a pas de dessin ici, puis c'est pas aussi cute que ce qu'on vient de faire, mais c'est tout aussi intéressant. Donc, je vous amène à ce que les élèves font souvent en premier, là, dans mon expérience de prof, c'est la première chose que les élèves faisaient, la somme de 2 nombres. Donc, quand on demande la somme de 2 nombres à un élève, ça nous amène par obligation à introduire la notion de variable. Et sachez là, que même des élèves du primaire, les initiés aux variables, là, je suis dans les menus en orange, les menus de variables ici, donc créer des variables, c'est vraiment pas quelque chose là, qui les rebute ou avec lequel ils ont de la misère. Ce qui est intéressant avec Scratch, c'est qu'ils peuvent eux-mêmes créer une variable en écrivant le nom qu'ils souhaitent. Donc, lorsqu'on parle de pensée algébrique et dans le fond d'introduire la pensée algébrique, on tient vraiment à ce que l'élève puisse, et on veut qu'il utilise son langage naturel. Donc, on veut qu'il soit capable de dire plusieurs mots et que ce soit une expression ou quoi que ce soit. Donc, ce qui est agréable dans Scratch pour un enseignant, c'est qu'il n'est pas obligé d'utiliser X et Y. Là, c'est vraiment pas, même c'est pas conseillé au début. L'élève, il décide qu'il l'appelle nombre 1, nombre 2, somme. Dans le fond, de lui-même, il y a un moment donné dans le processus où il va trouver ça long et pénible, traîner des variables qui ont beaucoup de texte
il va lui-même demander, Madame, est-ce que j'ai la permission de raccourcir? Est-ce que je pourrais écrire non, une variable, c'est pas toujours des X, des Y, en effet, mais si on a été à l'école québécoise, comme tout le monde, on sait que secondaire 2, tu arrives une journée, tu vois des variables X, Y, puis ça s'appelle chapitre d'algèbre. Donc, ce qui est agréable dans Scratch, c'est une initiation en douceur là, de la notion de variable. Donc ici, c'est encore le drapeau vert qui est cliqué. L'élève doit, mettre les variables à 0, c'est pas nécessaire au début, mais c'est une belle façon de montrer aux élèves que même les vrais programmeurs, ils mettent toujours leurs variables à 0. Et on invite l'élève à se positionner par rapport à qu'est-ce qu'on fait quand on fait la somme de deux nombres. Donc, on demande à l'utilisateur, c'est quoi le premier nombre que tu veux utiliser dans ta somme? C'est quoi le deuxième nombre? Et on explique aux élèves que cette réponse-là, la bulle réponse, si je fais le drapeau, lorsque je pose la question à l'élève, je vais faire la somme de deux nombres. Quel est le premier nombre? C'est l'utilisateur qui choisit. Donc, c'est aléatoire, ça dépend vraiment de la personne qui va utiliser le programme. Donc, il faut faire quelque chose avec ce 5-là. Le 5 qui a été tapé au clavier, vous voyez ici, il est emmagasiné dans une petite boîte. Moi, j'utilisais le visuel du tiroir. On a ouvert le tiroir nombre 1, on a mis la réponse de l'utilisateur dedans. Ensuite, on va demander quel est ton deuxième nombre, 8 par exemple. On a pris le 8, on l'a mis dans son tiroir et on est venu faire la somme nombre 1 plus nombre 2 et on l'a attribué à la variable somme. Et à la fin, on peut venir, ici c'est la petite fenêtre pour rapetisser le visuel, on est venu dire que nombre 1 plus nombre 2 égale la somme. Donc ici, c'est un programme assez simple qu'on utilise souvent justement pour initier au concept de variable, pour aller faire jouer les élèves dans les différents menus pour qu'ils puissent s'approprier qu'est-ce que ça veut dire être du bleu, qu'est-ce que ça veut dire être du mauve ou du rose. Bien, de rose, c'est le son, on ne l'utilise pas beaucoup, là, mais même juste dans capteur, opérateur. Donc, quand on est en géométrie, on les utilise moins, mais ici, on est beaucoup dans les opérateurs. Donc, voilà. C'est assez simple. Et c'est le moment où l'élève peut être créatif au secondaire, où on peut lui permettre de s'amuser avec les arrière-plans, les lutins, etc. Mais c'est relativement simple. Habituellement, lorsque l'élève est en mesure de faire la somme de ces deux nombres-là, qui a la confiance, puis qui a bien compris où aller chercher ses capteurs, on peut transformer notre somme de deux nombres en moyenne de 4 nombres. Je suis revenue dans la présentation, vous avez le lien. Si je clique sur moyenne de 4 nombres, donc, ici, dans la moyenne de 4 nombres, j'utilise le même processus de réflexion. C'est que je dois aller chercher des données de mon utilisateur, soit le premier nombre, le deuxième nombre, le troisième nombre et le quatrième nombre. Et voyez-vous ici, ces variables ne sont plus des mots plus complexes comme nombre 1, nombre 2. On pourrait s'imaginer qu'un élève a de lui-même raccourci le libellé de sa variable par N1. Et là, on voit là, que bientôt, là, on est rendu là, au côté un peu abstrait là, de la lettre en algèbre. Donc, c'est de lui-même là, souvent qui utilise ces raccourcis-là. Et on prend les 4 premiers, on les met dans nos petites boîtes, on les met dans nos tiroirs, peu importe l'image que vous avez. Et ici, on vient dire, bien, la moyenne, c'est nombre 1 plus nombre 2 plus nombre 3 plus nombre 4, et tout ça divisé par 4. Et pour la première fois, l'élève découvre l'importance, oui, je vais l'agrandir, découvre l'importance de la priorité des opérations. Et au niveau de la généralisation du calcul, là, je vous dirais là, que un des gros gains qu'on a avec Scratch et la programmation comme Scratch, c'est que la priorité des opérations est constamment sollicitée aux élèves. Parce que la façon dont Scratch fonctionne, c'est qu'il empile les blocs verts d'opérateurs un par-dessus l'autre. Donc, si vous voyez ici, là, vous avez un premier bloc. Je vais les sortir, les blocs, vous allez comprendre. Si je décompose ce qui a été fait, j'ai le nombre 1 plus le nombre 2. Scratch, lui, il me permet d'additionner deux variables à la fois. Donc, si je veux en additionner plusieurs, je dois aller me chercher un deuxième opérateur plus et je dois venir insérer par la droite dans ma bulle blanche ici, je viens insérer ma première somme qui, elle, va être additionnée au troisième nombre. Et c'est une forme de priorité d'opération, car dans le fond, ce que je dis, c'est que je prends mes deux premiers, je les additionne au troisième, je les additionne au quatrième, et à la suite de ça, à la fin, je viens diviser, et là, je me suis fait avoir, hein?
Ouais, je vais me tasser comme ça. Je l'ai trop tassé. Donc, comme ça, vous voyez que la dernière opération, c'est la division. Donc, si l'élève ne fait pas attention puis met son divisé à la fin ou qu'il se mêle dans ses priorités, il s'en rend bien compte en faisant un test ici avec des valeurs très simples pour lesquelles il est capable de même le faire dans sa tête que ça ne fonctionne pas. Oui? Oui, je veux juste faire une petite, juste vous le montrer. Dans les formations, je le montre souvent comme ça. Je le duplique. Puis, on peut voir que c'est très subtil, mais si on le place comme ça, je ne sais pas si vous voyez la différence à l'écran, je vais zoomer un peu plus. C'est pas grand-chose, Hein? ça se mêle facilement. De loin, là, surtout quand c'est en plus petit, on peut penser que ça fait exactement la même chose. C'est très, très, très subtil, mais on se rend compte qu'ici, la priorité, elle est plutôt sur le nombre 4 divisé par 4. Il y a aussi cette priorité-là. C'est l'addition ici qui se fait en dernier, tandis que celui-là, il est bien fait. On voit que la division se fait en dernier. Donc, c'est très, très, très subtil, mais les élèves, il faut vraiment qu'ils l'apprennent rapidement. Je vais vous montrer d'autres programmes tantôt, donc pour vous montrer les extensions possibles, puisque ce que vous pouvez faire d'autre avec Scratch, vous allez vous rendre compte que dans certains sujets, dans certains projets de Scratch, la priorité des opérations, ça peut vite devenir un bordel si l'élève ne réfléchit pas en amont à son algorithme, puis s'il n'est pas prêt à venir programmer, parce que là, c'est très simple, puis l'erreur est facilement on peut la voir rapidement, là, qu'il y a une seule erreur possible. Mais si vous pouvez vous imaginer, c'est une grosse opération avec plusieurs priorités dans des rabais, des taxes, des trucs comme ça. L'élève garde ses priorités d'opération pas mal en tête tout le temps avec Scratch. Donc là, je peux venir prendre la bonne. Et on ne l'a pas dit tantôt, là, mais vous l'avez vu, Stéphanie, lorsque je veux jeter quelque chose dans Scratch, là, j'en veux plus. J'ai tout simplement à venir le glisser à gauche et je lâche mon curseur et il disparaît. Malheureusement, dans Scratch, je ne peux pas faire un retour en arrière, un beau undo en bon québécois. Donc, il faut que je sois vigilant là, quand je déplace mes blocs dans Scratch parce que si je vais un petit peu trop à gauche, là, je ne me trompe pas, hein, on peut toujours pas faire de... On peut en faire un peu avec le CTRL-Z, mais il y a une certaine limite. Il y a une limite, OK. C'est pas autant que dans certains autres logiciels, là, où est-ce que, comme GeoGebra, par exemple, là, où on peut retourner en arrière souvent. Donc, c'est le genre de programme qu'on fait vraiment là, au tout début avec les élèves. Là. Ils réussissent ça là, en une demi-période. Là, ces deux programmes-là là, que je viens de vous montrer sont faits. Donc, j'ai dit algorithme, plan du programme. Oui, merci Pierre. Le plan du programme, là, je disais tantôt en amont, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont. C'est que tout ce travail-là de la moyenne de 4 nombres, là, pour en arriver à l'algorithme de la moyenne, au-delà du programme, nous, on insiste beaucoup que l'élève réfléchisse à son programme sur papier. Puis même, la plupart des programmes Scratch peuvent être programmés, entre guillemets, sur du papier avant même d'être programmés sur leur interface sur l'ordinateur. Donc, créer un algorithme, c'est pas d'aller le programmer en vrai. C'est d'être capable de construire le programme en comprenant c'est quoi mes variables, mes entrées, mes sorties, puis ça, je vais vous l'expliquer après. Mais le gain de la programmation, c'est beaucoup dans le langage qu'on utilise, puis comment je pourrais dire ça, le passer du principe mathématique sur du papier, puis je le vois, je le vis là avec un interlocuteur qui pourrait utiliser mon programme. Là. En fait, l'algorithme, c'est beaucoup réfléchir à la structure du cœur du programme, c'est-à-dire quelle instruction on donne à notre logiciel ou à notre ordinateur, dans quel ordre, il faut qu'elle soit précise. Et il faut qu'elle fonctionne, peu importe les contraintes de notre problème, qu'ils soient mathématiques ou non. Donc, dans le plan qu'on suggère de faire à l'élève, il y a aussi la part de tests. Les tests qu'on demande à l'élève de faire dans le but de voir s'il y a des bugs ou s'il y a des problèmes majeurs, par exemple, dans sa moyenne, dans sa priorité d'opération. Donc, tout le principe du critère là, validé, là, est-ce que l'élève est en mesure de se valider? Sur papier, les élèves n'ont pas toujours envie de le faire, mais dans un programme en Scratch, il n'y a comme pas le choix là, de faire des tests. Et on peut inviter les élèves à choisir les tests qu'ils doivent faire pour voir tous les cas de figure possibles. Si j'ai un 0, si j'ai des valeurs négatives, si j'avais un nombre décimal, si j'avais un très grand nombre, etc. Donc, dépendamment du sujet, les élèves sont en mesure de se choisir des tests qui permettent de voir si le programme, l'algorithme, fonctionne dans tous les cas. Et on voit des beaux problèmes apparaître souvent grâce aux tests. Donc, je retourne dans le plan du webinaire. La structure générale d'un
programme, je suis ici. Dans toutes les formations qu'on donne, Stéphanie et moi ensemble, on insiste tout le temps sur la structure du programme parce que justement, on a parlé du plan papier tantôt. L'élève, quand il commence en Scratch puis qu'on lui demande justement, mettons, d'aller faire la somme de 2 nombres, il ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'il s'en va faire là. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Donc, c'est important d'expliquer à l'élève que tout son raisonnement mathématique, ses calculs, il les fait de toute façon, mais que là, on s'en vient créer un programme où est-ce qu'on va avoir des variables qui vont être nos entrées. Et ces entrées-là vont rentrer dans une machine qui est notre algorithme qu'on va concevoir dans Scratch. Et à la fin, on va avoir une sortie, des sorties qui va être le résultat attendu. Et l'objectif, l'intention, c'est de transformer mon raisonnement algébrique, de transformer mon algorithme en un raisonnement informatique dans un langage tel que Scratch. Puis j'utilise une littératie de mon choix. Donc ici, c'est Scratch, mais il y a d'autres outils qu'on aurait pu utiliser. Et ça, l'élève comprend bien le principe de la chaîne ici. Donc, vous avez d'autres exemples que vous allez pouvoir aller cliquer. Celui qu'on aime beaucoup, hein, tu es d'accord avec moi, c'est rabais et taxes. Je vous le montre rapidement. Je suis correcte? Oui, OK. Rabais et taxes, il est très beau, là, même en secondaire 1, facilement. Donc, ici, c'est quand je clique sur le drapeau, je suis en train de devenir un peu l'outil qu'on trouve sur Google pour calculer le montant final avec les taxes du Québec. Ici, on rajoute un rabais. Donc, on a un programme qui permet de calculer. On trouve ça important que l'élève aussi s'introduise. Et là, j'entre le montant de mon article, 39,99. Et là, j'ai un pourcentage de 30 de rabais. Et là, ça dit le montant final est 32 et 18. Là, il est arrondi au millième. Et là, ici, vous avez tout le raisonnement derrière le montant final. Et ici, vous avez toutes les valeurs associées à chacune des étapes. Puis ça, c'est important que l'élève le fasse, il puisse vous le démontrer. Donc, le rabais, la réduction, le montant réduit, le sous-total, etc. Oui, vas-y. Petite parenthèse ici, c'est un programme très pertinent en première secondaire, mais vous remarquez que déjà l'élève est en train d'utiliser des variables, même si on ne lui parle pas nécessairement de variables dans le programme, dans le PFEQ en secondaire 1. Donc, il est en train d'utiliser des variables, ça lui permet de développer sa pensée algébrique, de faire des opérations sur ces variables-là. Et instinctivement, ben après ça, le passage vers l'algèbre en deuxième secondaire peut être un petit peu facilité avec cet usage-là. Il n'y a pas le choix d'opérer sur l'inconnu ici quand, à partir du montant de réduction ici, tout est fait boule de neige d'une étape à l'autre. Donc, il n'y a pas le choix de toujours opérer sur l'inconnu précédent parce qu'il fonctionne avec aucune valeur réelle. Donc, il fait des petits tests. On voit les élèves faire des petits tests à mesure là, que ces lignes apparaissent. Et il peut valider avec sa calculatrice. Là. Mais c'est une belle structure de programme. Il y a beaucoup de travail derrière pour les élèves là, qui l'ont fait. Puis dans le webinaire, vous voyez, là, j'ai résolution d'équations du type AX plus B est égal à C. On est en troisième secondaire, relation de Pythagore, équation de la droite. Je vais l'ouvrir là rapidement. Vous allez voir que c'est pas nécessairement compliqué le programme en tant que tel au visuel, mais il y a énormément de travail ici pour traiter les données quand même là parce que des fois le programme n'a pas besoin d'être long pour avoir nécessité une bonne réflexion. Puis vous avez le visuel Stéphanie ici, là, qui aime beaucoup les hippopotames. Okay. Donc, on pose les questions, l'abscisse du premier point et l'ordonnée du premier point. Donc, on nomme les coordonnées, on calcule le taux de variation et on le nomme, on l'affiche. On calcule après ça la fameuse ordonnée à l'origine dont les élèves, ou la valeur initiale, les élèves ont toujours beaucoup de misère à faire. Ici, là, la puissance de ça, ici, là, l'élève a bien compris là, le principe là, de l'opération, de l'ordonnée à l'origine lorsqu'il est capable d'établir ça. Et on affiche. Puis, on regroupe ensuite tout ça pour afficher la réponse. Donc, j'aimerais ça juste aller voir relation de Pythagore. Oui, il est beau là aussi. Oui, pour vous montrer à quel point il n'est pas très différent de somme de deux nombres qu'on a fait tout à l'heure parce qu'il a lui aussi deux entrées comme somme de deux nombres. Quel est le nombre 1 ou quelle est la valeur de la cathète 1, quel est le nombre 2 ou quelle est la valeur de la cathète 2. Mais tout le travail mathématique se situe dans la ligne où on calcule l'hypoténuse en faisant la racine du carré la somme du carré des cathètes. Donc,
Si on commence avec Scratch en 3e secondaire, on pourrait débuter avec la somme de 2 nombres, mais rapidement, les élèves peuvent se rendre à un programme comme celui-ci. Un élève aussi qui a un bagage de Scratch, parce que là, ce qui arrive dans nos différentes commissions scolaires, c'est que les élèves arrivent de façon un peu... les élèves arrivent avec des niveaux d'appropriation de la programmation vraiment différentes. Nous, à Québec, on le voit rapidement, des élèves qui ont de l'expérience, des élèves qui n'en ont pas. On pourrait demander à un élève qui est habile en Scratch de dire, serais-tu capable de me faire un programme qui demande à l'utilisateur de quelle valeur, quel paramètre est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches l'hypoténuse? Est-ce que tu cherches la cathète 1 ou la cathète 2? Et dépendamment de la réponse, un certain programme se décline. Donc, j'aurais un programme qui dirait, si je cherche l'hypoténuse, fais ça. Si je cherche la cathète 1, fais ça. Si je cherche la cathète 2, fais ça. Donc, c'est une extension où est-ce que la mathématique n'est pas plus difficile, parce qu'on le fait faire dans les cahiers à nos élèves, mais au niveau de la programmation, un élève qui est un petit vite, là, puis qui est habile en Scratch, on pourrait pousser ça, là, faire une forme de différenciation avec cet élève-là. Donc, AX plus B, ça ressemble beaucoup à l'équation, plus ou moins, là, mais vous allez vous y retrouver. R périmètre d'un rectangle, on est en géométrie, est-ce qu'on... Sans l'ouvrir nécessairement, juste en parler, il est très intéressant pour le primaire parce qu'avec les mêmes entrées, en connaissant la longueur et la largeur du rectangle, on peut calculer 2 choses différentes. On peut calculer l'aire en faisant base fois hauteur, puis on peut calculer le périmètre. Le périmètre, il y a plusieurs façons de le calculer, mais ici, l'élève, encore une fois, il est amené à faire attention à sa priorité des opérations et ce, dès le primaire. Oui. Je pense qu'on est rendu à poursuivre. On a fait le tour. Puis puisque premièrement, vous pouvez réécouter le webinaire si vous voulez rattraper des bouts, mais tous ces liens-là sont tous cliquables et vous pouvez tous... une petite affaire importante. Vous pouvez les remixer. Oups, je l'ai fermé. Vous pouvez les remixer, non? Oui, là, c'est parce que c'est mon compte qui est ouvert. Ah bon. Pour ça. Bref, quand vous allez les ouvrir, vous avez dû voir là qu'il y a un petit bouton remix. Ça vous permet, dans le fond, en cliquant remix, c'est de vous approprier le programme qui va toujours être de Stéphanie Rioux, si c'est elle qui l'a conçu. Et ça va vous permettre, vous, d'aller jouer dedans, de le montrer à vos élèves ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez toujours remixer un programme conçu d'avance et vous l'approprier si vous voulez. Mais pour ça, il faut être connecté à son compte Scratch d'abord. Ah oui, bon. Ouais. Une autre chose. Donc, il nous reste une quinzaine de minutes. On va faire maintenant le partage des ressources disponibles. On espère, avec ces 2 parties-là, avoir pu susciter la curiosité chez vous, vous avoir donné le goût d'en apprendre davantage. Donc, au 4e point ici, partage de ressources, encore une fois, c'est cliquable. D'abord, un Padlet avec plusieurs idées. On vous en a montré seulement quelques-unes, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Au primaire, en première secondaire, vous voyez, on peut travailler fraction, nombre décimal, pourcentage, le plan cartésien, ça, on les a vus tout à l'heure. Personnellement, en première secondaire, je me suis quand j'enseignais, je me suis beaucoup amusée avec Scratch dans chacun des chapitres. D'ailleurs, j'ai mis ici un exemple de ma planification annuelle des défis Scratch que je faisais faire à mes élèves. 2e secondaire aussi, plusieurs idées ici. En passant pour le primaire, là, vous pouvez aller piger des idées en secondaire 1, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. 2e cycle du secondaire aussi, on a équation de la droite, relation de Pythagore. On peut même résoudre un système d'équations. On peut faire des mathématiques financières, on peut faire des statistiques même. C'est un peu plus avancé, ça prend des listes, mais ça peut être intéressant si on a des élèves qui sont capables de prendre des défis plus relevés. Dans la 4e colonne, au niveau des défis géométriques, ça a été inspiré en bonne partie de ce livre-là qui peut être intéressant. Vous avez encore une fois quelques-uns des programmes qu'on vous a présentés tout à l'heure, mais on peut même aller plus loin. Je l'aime beaucoup. Oui, moi aussi, polygone régulier, on peut secondaire 2. Dans le 2e secondaire. Ici, en plus, on utilise variables et incrémentation. C'est un petit peu plus avancé au niveau de la programmation, mais si nos élèves en ont un peu derrière la cravate, on peut se lancer dans des défis de ce genre. Donc, vous voyez, en quelques lignes de code seulement, on est capable de tracer ici. C'est les 10 premiers polygones irréguliers à partir du triangle et en augmentant le nombre de côtés de 1 à chaque fois. On en a encore des plus ici avec la relation de Pythagore. J'aime beaucoup celui-là. Ouais. Très relevé, par contre, pour le 2e cycle du secondaire parce qu'on utilise Pythagore aussi, encore une fois, mais aussi la trigonométrie dans le triangle rectangle. Donc, ça nous fait un beau coquillage comme ça ici avec des triangles rectangles. Bref, il y a de quoi s'amuser énormément. C'est notre premier partage de ressources. 2e,
Si on clique sur leçon de programmation, il y a un peu les mêmes défis qui reviennent. Ici, ça a été classé à partir du premier cycle du primaire jusqu'à la fin du secondaire. En passant, j'oublie souvent de nommer la FGA, mais ça peut être très pertinent pour la FGA aussi, pour l'adaptation scolaire. Donc, quand on clique sur un lien ici, ça nous amène vers une leçon de programmation où on détaille le contenu, on détaille les étapes, on a des documents téléchargeables aussi. Donc, un beau travail ici qui a été réalisé par plusieurs personnes qui sont nommées un peu plus bas. Donc, vous pouvez aller fouiller là-dedans pour vous inspirer. Puis, vous voyez à quel point on peut vraiment traiter tous les domaines de la mathématique avec la programmation. Ensuite, les auto-formations du campus réussi. C'est ici que vraiment, si on a suscité votre intérêt, si on vous a donné le goût de poursuivre, c'est ici que vous allez pouvoir obtenir de la formation. Donc, le lien Premier pas avec Scratch vous amène vers une auto-formation qui est vraiment pour tous, pas uniquement, qui est pas centrée sur la mathématique, qui touche à tous les domaines. C'est une initiation, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose plus en lien avec la mathématique, c'est la deuxième que j'ai mis en orange. Alors, quand on clique dessus, ça vous amène vers une formation en ligne complète, qui est l'équivalent d'à peu près d'une journée de formation, là, comme quand je vais dans les milieux pour en donner, ça ressemble un peu à ceci. Il y en a même un peu plus. Donc, dans chacune des sections, c'est ici que vous allez apprendre vraiment en détail, pas à pas, comment, vous voyez, il y a 5 vidéos même ici qui expliquent pas à pas comment effectuer là, les défis que vous avez vus passer tout à l'heure. Même chose pour la généralisation de calcul. 5 vidéos, 6 vidéos même, des défis à réaliser, des questions pour valider vos apprentissages. On va même un petit peu plus loin en créant des quiz autocorrectifs. Les mêmes ressources sont un peu partagées. Donc, c'est vraiment à partir de ce lien-là que vous allez pouvoir poursuivre. J'en profite aussi pour dire, j'ai oublié de l'écrire, mais qu'au Récit MST, on se déplace dans les commissions scolaires du Québec pour pouvoir donner des formations. Donc, moi, pour les maths au secondaire, je peux en donner. Ma collègue Sonia aussi pour le primaire. Mes autres collègues, Pierre, Marc-André aussi, on peut se déplacer pour les formations. On est souvent aussi dans les congrès du GRMS, congrès de la COPS, le sommet du numérique, et on va aussi dans les congrès des commissions scolaires. C'est une façon d'avoir de la formation. Donc, formation en présence ou formation en ligne avec principalement pour la mathématique le lien qui est en orange ici. Et en FGA, comme oui. Louise le dit. C'est pas dans notre... Faut s'en rappeler. C'est vrai. Cette année, Stéphanie et moi, on a animé ensemble au GRMS un atelier spécifique à la différenciation pédagogique. Scratch, on l'a appelé Scratch au service de la différenciation pédagogique. Notre intention en parlant de différenciation, c'était de dire est-ce qu'il y a justement moyen, dans une classe hétérogène, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avec nos élèves, leur parcours, leur niveau de connaissance, d'habileté en mathématiques, est-ce qu'il y aurait une façon de faire de la programmation sans s'épuiser parce qu'on est comme une poule potate, on essaie de répondre à tout le monde. Est-ce qu'on pourrait donner des défis à ceux qui vont plus vite, les petits vite, comme Pierre a écrit dans le clavardage, puis aussi mettre des niveaux pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, on vous a partagé notre présentation du GRMS où on a pensé à 3 niveaux de défis, bronze, argent, or, où est-ce que les différents niveaux demandent soit un niveau de mathématiques pas supérieur, mais une petite coche de plus en mathématiques, ou des fois, c'est une petite coche de plus en programmation, ou carrément, des fois, c'est un niveau de dépassement d'attente, là, où est-ce que là, on peut se permettre, avec certains types d'élèves, de pousser la machine un peu. Et, par exemple, en première secondaire, pour trouver un angle manquant dans un triangle, ben, on vous propose que nous, on pense être du bronze, de l'argent et de l'or. Et plus tard, dans est-ce que c'est là-dedans que les idées des autres sont... Oui. On va y arriver. Plus haut. Ici? Oui. Donc, ici, durant ce super atelier-là, là, qui a été vraiment éclairant même pour nous, on a créé un document Google où on a demandé aux gens qui ont participé à notre atelier, est-ce que vous avez envie de nous aider à développer justement des niveaux pour certaines notions de tous les niveaux du secondaire, car c'était le congrès des profs de maths secondaire, et vous pouvez aller voir là ce qui en est ressorti, qu'est-ce que pour certains profs était du bronze, de l'argent et du or pour le rectangle, rabais et taxes
et ainsi de suite. C'est une mine d'or d'informations, puis je pense que ça vient d'ouvrir une porte là, à se rassurer là, qu'on peut faire de la programmation avec nos classes hétérogènes et avec des élèves qui arrivent avec des niveaux aussi de connaissances de programmation différents. Vous avez les 2 liens du cadre de référence du plan d'action numérique. On ne les ouvrira pas. C'est des documents de référence. Si vous voulez savoir c'est quoi cette affaire-là, vous pouvez aller lire. On en a parlé au tout début, mais on vous a mis les liens. Donc, voilà. Oui, avant de parler des questions-réponses, j'aimerais quand même, juste pour être sûr qu'on ne l'oublie pas, parce qu'il nous reste 8 minutes, vous avez le lien vers le questionnaire d'appréciation du webinaire que vous pourrez remplir en quittant tout à l'heure et en cliquant ici. Vous avez aussi la procédure d'obtention d'un badge de participation. Donc, en cliquant là-dessus, vous arrivez à cette fenêtre-là qui explique comment faire pour obtenir ce badge-là qui atteste votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Si jamais aussi vous allez plus loin dans la formation avec l'auto-formation sur le campus Récit ou bien avec une formation en présence, il y a possibilité d'avoir d'autres badges liés vraiment à cette formation-là, des badges de participation, des badges technologie. Donc, on a 5 niveaux de badges. Et je vais maintenant arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse accueillir vos questions pour les 7 minutes qui restent. Alors, vous pouvez soit poser des questions en activant votre caméra, votre son, ou bien y aller par le clavardage. On vous écoute. Est-ce que vous nous permettez de partager votre belle ressource Google Doc dans nos réseaux sociaux? Tout ce qu'on a partagé, diffusez-le largement, vraiment. On n'a aucun problème avec ça. On le fait depuis 4 ans. On essaie de contaminer le plus de gens possible. Non, on ne garde rien pour nous. Donc, vraiment, là, allez-y librement. Ben, de rien, Nathalie. Des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent lever la main, qui veulent se mouiller? Pas de gêne? On vous a laissé aussi nos courriels personnels. Nos Twitter. Oui, Twitter aussi. Si jamais vous voulez de la formation dans votre milieu en présence, comme je vous l'ai dit tantôt, je peux me déplacer. Donc, vous pouvez m'écrire à ce courriel-là. Je pensais que j'avais mis le courriel de l'équipe Récit MST. Pierre, peux-tu mettre le courriel de l'équipe? Il l'a mis je l'ai vu passer dans le clavardage pour justement l'offre de formation. Merci Pierre. Donc, l'adresse que Pierre vient d'écrire, c'est pour communiquer avec toute notre équipe du Récit MST. Puis à ce moment-là, les demandes de formation, bien, on se les partage selon nos expertises particulières. Ben, écoute, France, tant mieux, c'était ça l'objectif, de te donner envie d'explorer davantage Scratch en maths. C'est vraiment une passion, là. On n'arrête pas la nuit, là, mais pas loin, là. J'appellerais ça même une petite maladie. Oui, on tripe vraiment là-dessus, puis c'est pas une bulle, là. On veut vraiment que ça se développe puis que ça reste. Donc, tant mieux si vous avez envie de faire des petits pas dans cette direction-là avec vos équipes, vraiment. Puis en 4 ans, on ne s'est pas tanné. Hein, non, aussi. Vraiment pas. Vraiment pas. On veut juste vous dire de faire attention, ça peut être addictif un peu. Oui, on en fait à la maison, là. Mais moi, là, le conseil que je donne à tout le monde, là, vraiment, c'est attendez pas à l'année prochaine si vous êtes enseignant pour le faire. Puis si vous êtes CP, j'ai vu qu'il y avait des CP. Attendez pas vous-même de devenir un king là, de la programmation en Scratch pour en parler. Des fois, on est un peu orgueilleux, hein, puis on se dit « Ah non, je possède pas assez ce sujet-là pour penser être capable d'en parler. » Mais c'est vraiment, moi avant, je disais « fake it till you make it », mais c'est pas tellement fake it, mais c'est lance-toi, vas-y, puis les élèves, ils deviennent rapidement meilleurs que nous, là, c'est impressionnant. Donc, c'est vraiment de le partager puis de leur montrer que ça existe. Puis, vous avez tellement de ressources là pour vous alimenter. Vous avez des tâches béton, là, vous n'avez pas à réinventer le bouton là, à 4 trous, comme je dis. Fait que lancez-vous rapidement. C'est vraiment mon conseil. Attendez pas l'année prochaine. J'en profite, Mélanie, pour faire un peu de publicité sur notre atelier de la COPS. Mélanie et moi, on va animer une journée complète à la COPS. C'est la journée thématique, je crois que c'est le mardi de la COPS, donc une journée thématique. Puis le sujet, c'est exactement ceci, là, ce dont on vous a parlé aujourd'hui, mais vraiment main sur les touches. Là, vous programmez vous-même pour de vrai. Vous allez partir à 4 heures avec un sentiment d'expertise vraiment, vraiment grand. Épuisé. Vous allez partir épuisé, le cerveau plein.
Je peux dire aussi que je serai au sommet du numérique pour faire une présentation. Ah, j'ai oublié de dire qu'à la COPS, on anime aussi ensemble un atelier d'une heure sur mathématiques et créativité. Ah, écoute, ben tant mieux. Ben oui. Je n'étais pas au courant. Mais Oui, tu es au courant. Ah oui, je suis au courant. Toujours heureuse d'animer avec toi. Mathématiques et créativité grâce au numérique. Mais là, c'est pas juste avec Scratch, c'est vraiment avec une panoplie d'outils comme GeoGebra, Desmos, BlockSCAD, Scratch, la robotique et toutes sortes de choses comme ça. Même chose pour le sommet du numérique, là, je vais y faire des présentations sur ces deux mêmes sujets-là. Y a-t-il autre chose? Non. Ben, moi, je peux-tu dire que les Maths Autrement, la page Facebook des Maths Autrement, c'est un bébé qu'on porte aussi. Il y a tellement de monde qui partage des super projets de créativité de leurs élèves. Vous avez souvent des liens qui mènent aux ressources du GRMS puis du récit où est-ce que les gens vont déposer leurs tâches. Vous avez du clé en main. C'est inspirant. Les profs partagent des productions d'élèves. Fait que souvent, on peut se dire, wow, OK, ces élèves-là ont réussi ça. Donc, la page Facebook des Maths Autrement, là, si vous écrivez dans la barre de recherche en bas Scratch, vous allez voir depuis 4 ans tout ce qu'il y a de Scratch, c'est quelque chose. Donc, je vous invite à aller fouiller là-dedans aussi. Voilà. Il reste 2 minutes, mais là, avez-vous, merci beaucoup. Il y a beaucoup de merci. Moi, je suis vraiment très contente d'avoir participé à ça. Merci au récit de m'avoir invitée. Ah, ça fait plaisir, Mélanie. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Alors, merci, mais mon Dieu, le clavardage est plein de liens. Là. Merci à Pierre là, pour ce super soutien, là, parce qu'on avait une secrétaire ce soir, cet après-midi. Alors, sur ce, on vous dit... Scratch on, comme Thomas dit. Oui, Scratch on. On vous remercie beaucoup pour cette participation au webinaire. On vous invite à ne pas oublier de remplir le questionnaire d'appréciation. À ne pas oublier aussi d'aller chercher votre badge de participation à ce webinaire-là. Et on vous dit à une prochaine fois. Merci! Au revoir!